Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avons-nous le temps d'attendre que la sélection naturelle s'opère sur l'homme pour qu'il soit plus résistant à la pollution, aux maladies inflammatoires, aux radiations nucléaires ? Si l'être humain a toujours su s'adapter, le peut-il encore aujourd'hui ? Contrairement à toutes les autres espèces vivantes, l'être humain est le seul individu à n'avoir qu'une seule et unique race. 2 êtres humains ont 99,9% d'ADN identique. Notre espèce étant trop récente, nous manquons de diversité génétique. Dans son nouveau roman, mon invité fait se rencontrer la spiritualité, la science-fiction, la biologie et la mythologie. Il nous entraîne dans un monde où les frontières de la réalité sont repoussées vers un avenir peut-être pas si lointain et nous amène à nous interroger sur le monde de demain. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Bernard Werber qui va nous parler de son nouveau roman, Le temps des chimères, que l'on retrouve aux éditions Albin Michel. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va ? Très content de te retrouver. On se tutoie, on Oui, se on voit. se tutoie quand même. Très bien. Depuis le temps qu'on fait des émissions, je crois que c'est la 5e ou 6e, peut-être même 7e émission dans Métamorphose. Tu dois être dans ma top liste des invités, Bernard. En tout cas, tu as la primeur, c'est le premier interview que je fais sur le temps des chimères. Alors, Le temps des chimères, dont je viens de découvrir la magnifique couverture un peu en avant-première parce qu'il sort tout juste de... Je l'ai reçu il y a 1 heure. Voilà, tu l'as reçu il y a 1 heure. Et je te disais, tiens, il est un peu différent parce que c'est pas une couverture noire comme on en a un peu plus l'habitude, noir ou bleu, on va dire. Et là, qui est plutôt dans des tons ocre, un peu la Léonard de Vinci. Oui, un peu comme un parchemin. En fait, maintenant, je compose mes propres couvertures et après, il y a un graphiste qui les met au point. Mais j'avais dit l'homme de Vitruve avec des ailes. Donc, oui. Voilà, il a fait ça avec un fond parchemin. Ah c'est ça, en tout cas, je la trouve sublime. Est-ce que tu as envie de faire le pitch de ton livre ou tu veux que je le fasse ? Ah, je préférerais que tu le fasses. On est les plus mal placés pour parler des livres. Moi, si ça pouvait tenir, si tu pouvais faire toute l'interview toute seule, ça serait l'idéal pour moi. Tu sais, j'ai beaucoup de questions. Je pense qu'en posant les questions, on comprendrait. Vas-y, pitch. Alors, l'héroïne de ton livre, Alice, est une chercheuse qui anticipe l'extinction de l'humanité. Elle va créer un nouveau monde à travers la sélection artificielle de 3 hybrides. Un hybride dauphin, un hybride taupe humain, un hybride chauve-souris humain. Et cette histoire, qui est vraiment rythmée, se passe sur plusieurs décennies. C'est quand même un temps long dans ce roman.
les choses évoluent tout au long de ces pages, évidemment. Et il y a surtout vraiment une métamorphose. D'ailleurs, son projet s'appelle Métamorphosis. Alors ça tombe bien, on est dans Métamorphose aujourd'hui, c'est parfait. On est en plein dans la métamorphose. Alors, quel a été le déclencheur pour écrire ce roman ? C'est un sujet, tu dis, à la fin, qui est exhumé plutôt d'un reportage et qui était une trame d'un premier livre, en fait, qui avait jamais vu le jour. Si le livre, c'était Le Père de nos pères, dans lequel j'expliquais que nous étions nous-mêmes des hybrides entre un porc et un primate. Et je me suis dit, ça, c'était le passé. Et si on imaginait que dans le futur, on puisse mélanger l'être humain à une autre espèce pour obtenir des nouvelles sous-espèces, on pourrait dire. Mais je trouve assez dommage qu'il n'existe qu'une seule forme d'être humain. Jadis, il y en avait 3. Donc, il y avait le Néandertal, il y avait le Florensis, il y avait le Denisova, en plus de l'Homo sapiens. Et donc, en tout, il y en avait 4. Et les 3 ont disparu. Et moi, je crois que pour qu'une espèce soit dynamique, elle doit être diversifiée. Et nous sommes en train de nous unifier, ce qui me semble un problème. Oui, c'est vrai qu'on sait que tout cycle qui finit par une espèce de monoculture, on pourrait dire que nous sommes des humains un peu monoculturels aujourd'hui, puisqu'on est une seule race, arrive à un moment donné à leur extinction. Déjà, on le voit par exemple avec le blé. On a sélectionné tous les blés sauvages pour qu'il ne reste qu'un seul blé rentable qui résiste aux intempéries et aux insectes et qui est trafiqué, dont l'ADN est trafiqué. C'est ce blé qui fait notre pain. Mais quand il arrive une épidémie comme le mildiou qui touche le blé, tout le blé meurt parce qu'ils ne sont pas diversifiés. De même, on pourrait s'apercevoir que, par exemple, au niveau des porcs, au niveau des vaches, au niveau des moutons, au niveau des poules, on a sélectionné les plus rentables et du coup, le critère n'est pas la résistance. Donc, quand il y en a un qui est malade, on tombe devant la grippe aviaire, on tombe devant la tremblante du mouton. Tout ça, c'est des maladies liées au fait qu'on a choisi des espèces et on les fait tous pareils. L'uniformisation, voilà. Le grand ennemi, c'est l'uniformisation. Et la solution, selon mon héroïne, Alice Kammerer, c'est la diversification. Alors c'est vrai que quand on touche à ces questions, évidemment, d'hybridation humaine, on touche à des questions ontologiques, à des questions de déontologie et d'éthique très importantes. Quand on parle des 4 formes d'humanité précédentes, elles existaient, on peut imaginer, de manière naturelle. Voilà. Ou pas, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais a priori de manière naturelle, alors que là, on parlerait d'une manipulation génétique. C'est ce qu'elle va d'ailleurs essayer de faire, c'est ce qu'elle va faire. Alice Kammerer se sent une prolongation, une servante de la nature. Elle voit que la nature, quand il y a des problèmes, diversifie les espèces. Elle se dit, nous, on a un problème qui est en train d'arriver. On va prendre de l'avance et on va diversifier l'espèce humaine en créant 3 sous-espèces afin que on multiplie nos chances de survie par rapport au prochain problème. Par exemple, le fait de créer un hybride entre un homme et un dauphin, on sera adapté au prochain déluge. Le fait qu'on crée un hybride entre un homme et une chauve-souris, on sera adapté au prochain tremblement de terre. Et le fait qu'on elle fabrique un hybride entre un homme et une taupe, elle sera protégée du trou dans la couche d'ozone et des excès des rayons de soleil. Oui. C'est vrai que ça pose des questions déontologiques, cette hybridation. Mais ce qui est intéressant aussi dans ton roman, c'est qu'à la fin, tu expliques qu'il y a des endroits où ça a été légiféré et d'autres pas, où il y a des expériences qui sont déjà en cours et depuis un moment déjà. Oui, et d'ailleurs en France, on a été longtemps à la pointe des expériences sur l'hybridation. La principale raison pour laquelle ces expériences, c'est la création d'organes pour les greffes d'organes. C'est-à-dire on se dit, tiens, si on fait un hybride homme-porc, ça va permettre de faire une valve cardiaque qui permet de sauver des vies. Donc déjà, les hybrides sont en train de servir dans la chirurgie, et notamment les greffes d'organes. À quel moment on commence à se prendre pour Dieu et à quel moment, en fait, on est vraiment dans quelque chose d'utilitaire, effectivement, pour l'être humain ? C'est complexe, en fait, ces questions. En génétique, en tout cas, actuellement, l'homme est dans la position de Dieu, à savoir qu'il peut fabriquer du vivant, et ce n'est que la morale qui l'empêche de faire certaines expériences qui pourraient donner des monstres. Oui, c'est ça. Et c'est ce que tu dis aussi. Alors, tu rappelles justement dans ton encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'il y a déjà eu des histoires à ce sujet dans le passé. D'ailleurs, ton héroïne est associée à ce personnage. Peut-être tu peux nous en parler. Alors,
mon héroïne s'appelle Kammerer en référence à Paul Kammerer. Elle est une descendante de Paul Kammerer. Et Paul Kammerer, c'est un biologiste qui pensait que les espèces s'adaptent au milieu. Et notamment, il a fait une expérience sur les crapauds. Il a pris une espèce de crapaud qui existait en même temps dans les milieux secs des montagnes et en même temps dans les milieux lacustres. Et dans le milieu lacustre, l'accouplement se faisant dans l'eau, ces crapauds étaient équipés de petites ventouses, alors que ceux des milieux secs ne les avaient pas. Donc il a pris ceux des milieux secs et les a mis dans le milieu lacustre, et il s'est aperçu que quand on laissait longtemps l'animal en milieu lacustre, dans l'eau, au milieu aquatique, celui-ci voyait apparaître des petites ventouses. Donc c'est-à-dire que le crapaud change de forme en fonction du milieu. Et Paul Kammerer avait défendu cette théorie qui est liée au lamarckisme, c'est-à-dire le fait que les espèces se transforment pour s'adapter au milieu. Et il avait finalement été très décrié au point où on l'a assassiné. Et c'est avéré maintenant, hein. Oui, d'accord. Arthur Koestler a fait un livre qui s'appelle L'étreinte du crapaud, dans lequel il a découvert, parce qu'on croyait que c'était un tricheur, en fait c'est pas un tricheur, c'est un complot qui a été monté par des scientifiques darwiniens, donc anti-lamarckistes, qui voulaient prouver qu'il avait fait un artefact de crapaud, et donc ils ont pris son crapaud, ils lui ont mis des fausses ventouses pour montrer que c'était une tricherie. Mais en fait, c'était pas une tricherie, c'est juste un complot. Alors justement, c'est du réel. Hein. Ça, c'est du réel, oui, c'est du réel. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le mets dans ton encyclopédie à ce moment-là. Sur l'évolution de l'espèce, comment tu vois, quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, de cette évolution par rapport au darwinisme dont tu parlais à l'instant ? On s'adapte, je le disais en introduction, finalement, pas très vite à ce qui est en train de se passer. C'est assez soudain ce qui nous arrive. Et on n'est pas du tout dans une direction d'adaptation. On a l'impression qu'on est plutôt un peu comme pétrifié. Déjà... Et toi et moi, on doit être adaptés à la pollution dans laquelle nous vivons. Parce que je pense qu'un homme du Moyen-Âge, s'il arrivait de nos jours, il tousserait tout de suite en arrivant à Paris. Et nous arrivons à survivre. Bon, il y a des allergies au printemps, ça doit être lié à la pollution. Mais nous sommes adaptés à la pollution, nous sommes adaptés... tiens, par exemple, un truc moi que je trouvais effarant, c'est le métro. Des gens qui arrivent à se compresser aux heures de pointe pour être tout serrés dans un compartiment tout en métal, et qui trouvent ça normal et qui crisent pas, c'est une forme d'adaptation aussi psychologique, celle-là. Oui. Puis il y a des adaptations, je pense, on connaît pas encore, par exemple, peut-être on s'est adapté au smartphone qui envoie des ondes. Alors on a découvert que l'iPhone 12 émettait trop d'ondes. Ceux qui n'en ont pas vécu les conséquences, forcément, ils ont trouvé des adaptations. Oui, c'est ça. On est loin de savoir, même au niveau des yeux, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Déjà, on voit moins loin. Oui. Parce qu'avant, il y avait des horizons. Maintenant, on voit l'immeuble en face. Oui. Donc, on a plus. Et puis, on lit beaucoup et on est face aux écrans. Donc, nos yeux sont moins performants. Je pense que notre ouïe aussi a dû changer par rapport à l'homme des cavernes. C'est ça. Notre musculature aussi, probablement. Oui. Alors, nous sommes des êtres, tu abordes aussi cette thématique de l'anthropocène. On est aussi des êtres anthropocentriques. Tu écris que les sapiens sont toujours placés au-dessus de toute forme de vie. Et c'est vraiment la grosse thématique de ce roman, c'est de dire comment est-ce qu'on partage finalement la carte et le territoire, on va dire, exact, avec les autres. A priori, on a décidé, c'est nous qui prenons tout, et les autres, ils n'avaient qu'à être des êtres humains. Et puis... on met à gauche ceux qui vont être nos animaux apprivoisés, qu'on veut bien caresser, couper le sexe et puis donner des croquettes. Et puis à droite, ceux qu'on a décidé que c'était la matière première remplie de protéines, et on les met dans des abattoirs et on en fait des hamburgers. C'est nous qui avons décidé ça, mais on ne leur a pas demandé tellement leur avis, ni aux chiens et aux chats, ni aux vaches et aux moutons. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser sur notre rapport au vivant. Enfin, moi, au fur et à mesure que j'écris, j'ai tendance à manger de moins en moins de sources de protéines animales et pour passer aux sources végétales. Ça s'entend vraiment clairement dans le roman, je peux te le dire. C'est une prise de conscience Mais depuis que je suis petit, pour moi, manger la viande, c'est manger du cadavre. Non, je pense que nos ancêtres, pour eux, c'était une question de survie, mais plus pour nous. Donc, je suis flexivore, c'est-à-dire que si on me sert du poulet ou si on me sert du poisson, je vais le manger, mais je commanderai pas ces plats. D'abord, je choisirai des restaurants plutôt végétariens, et sinon, je demanderai tout le temps des crudités ou des salades.
En tout cas, moi, l'effet que ton roman m'a fait, c'était très expérientiel. C'est que se retrouver dans la peau, justement, d'une race qui ne serait plus dominante, c'est-à-dire le sapiens, Mmh. je suis une sapiens, m'a fait vraiment ressentir dans ma chair ce que ça pouvait donner et me faire conscientiser que je ne suis pas habituée à ça. Exactement, c'est exactement l'effet que je veux, Waouh! cette prise de conscience qu'on est dominant, mais on pourrait ne pas le rester. Oui, Et à ce moment-là, que se passerait-il? C'est tout l'enjeu. Et je suis content que tu me dises ça, parce que je me dis comment les gens vont percevoir. C'est pas la science-fiction gratuite, ou c'est pas, c'est pas pour mettre des petits animaux qui volent, qui nagent. C'est vraiment l'idée de notre place dans la nature, et aussi du projet global de la nature, en imaginant que la nature est une conscience. Pourquoi elle diversifie autant, et pourquoi elle nous pose autant de problèmes? c'est ça. Parce que pour dire un petit peu comment ça va se dérouler, évidemment, on va pas dévoiler, mais il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Il est très dense. Donc c'est génial si vous voulez vous embarquer dans une aventure extraordinaire qui va vous mener dans l'espace, sous la terre, différents endroits de la France, etc., dans les airs, plus près que dans une navette spatiale. Vraiment, c'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, mais on peut peut-être en dire un peu plus. Donc, elle va créer ces personnages hybrides et donc qui vont devoir se partager un peu ce territoire. Et au début, ce qui est assez bluffant, c'est que ils n'ont pas d'histoire, pas de religion, pas de culture, puisqu'ils ont été créés comme ça, ex nihilo en laboratoire. Exact. Et donc, ils n'ont pas ce transgénérationnel où, pour ceux qui croient au karma, etc., il n'y a pas ce bagage. Ils arrivent 9. 9 à 0 reset. Exact. Et donc, au début, on les voit, ils sont pacifiques, en fait, au démarrage. Ben, ils n'ont pas de raison d'être en colère, ils n'ont pas de raison d'en vouloir à qui que ce soit. C'est ça. C'est comme si on prenait un être humain, qu'on le posait sur une île déserte, et qui rencontrait pas de parents qui lui expliquent l'histoire de la famille, ni qui lui transmettent des connaissances. Si ce n'est que là, ils vont prendre la lecture, l'écriture, la musique, ils vont prendre tous les éléments artistiques, mais ils ne vont pas avoir le poids de l'histoire et de tous les massacres et de toutes les vengeances et de toutes les rancœurs qui forment tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire à l'école. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était aussi un petit clin d'œil à ce film culte, Le Cinquième élément, où à un moment donné, le personnage principal va télécharger toute l'histoire comme ça. Non, Non, pas spécialement. Je crois que dans la science-fiction, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est un sac à dos qu'on se trimballe tous, quoi. Et que se passerait-il, un sac à dos rempli de cailloux, et que se passerait-il si on le posait et qu'on disait, bon, ben, du passé, faisons table rase, et on démarre tout à zéro. Le reset, comme tu disais, c'était la bonne expression. Oui. Alors au début, ce sont des êtres, justement, elle parle de ces hybrides. D'ailleurs, j'aimerais bien après que tu nous donnes la définition pour toi entre une chimère et un hybride, les hybrides. Mais elle dit, ces hybrides sont des êtres spirituels, justement sous-entendu par rapport à ce bagage terrestre de la dualité. Là, ils ne l'ont pas. Et donc, ce sont des êtres un peu angéliques au démarrage. Angélique dans le sens où des petits êtres humanoïdes avec des ailes. Oui, ils ont un petit côté angélique. Ils ont un côté naïf, Oui. ils ont un côté pur, et en même temps ils sont assoiffés de connaissances. Parce que pour eux, tout ça est tellement nouveau, tellement passionnant, qu'ils débarquent dans un monde où il y a de la musique, où il y a du cinéma, où il y a des livres, où il y a des bâtiments construits. Donc ils essaient de comprendre ce décor, quoi. Mais j'allais dire, ils sont neutres, ni bons ni mauvais. Après, c'est l'influence de l'éducation des humains normaux, nous, qui va les influencer. C'est ça. Alors pour faire la différence, quand on parle d'hybride et de chimère, c'est intéressant, ce sont des termes qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'entendre. Alors hybride, on l'entend pour les voitures, qui fonctionnent un coup à l'essence, un coup à l'électricité. Hybride, ça veut dire c'est un mélange de deux systèmes. Donc dans mon livre, c'est un mélange entre un être humain et une chauve-souris, qui donne un être humain avec des ailes. Et pareil pour les hommes dauphins, et pareil pour les hommes top. Et les chimères, en fait, ça vient du mot chiméra, qui était un personnage de la mythologie grecque qui avait un corps
un corps de lion, une tête, je sais plus, de dragon. Il y a 3 animaux dedans et des ailes d'oiseau. Et de chiméra, on a dit, tiens, quand il y a un être qui est composé de plusieurs origines animales, on appelle ça une chimère. Mais le mot hybride est le mot scientifique, le mot chimère est le mot mythologique. D'ailleurs, il y en a un qui est plus poétique, peut-être ce mot chimère. Oui, c'est la sonorité qui est plus jolie. Qui est plus jolie, en tout cas en français, certainement. Je pense qu'en anglais, c'est chiméra. Hein. C'est chiméra, non? Ils ont gardé le nom en tout latin. cas, c'est du grec. Le nom grec, ouais, tu disais. Ouais. Alors, ces hybrides, justement, ces chimères, ils vont au départ être tout à fait reconnaissants envers les sapiens et les humains. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à s'émanciper, ils vont ressentir un sentiment d'infériorité. Ils vont, pour certains en tout cas, et d'autres de supériorité. Mais en tout cas, ils vont se retrouver en porte-à-faux. Et là, tu abordes cette grande question qui est aussi la place de certaines minorités, j'imagine, notamment les animaux, ou en tout cas, on revient sur l'anthropocène, mais pas que. Je pense que derrière ce sujet-là, il y a aussi peut-être le sort des minorités. Tu parles à un moment, je crois, des Amérindiens, etc. Donc, de tous ceux qui peuvent se sentir inférieurs. Évidemment, on pense aussi aux Noirs, on pense à la cause des femmes, derrière ce sujet. Est-ce que c'est le cas? Il y a la manière dont les hybrides et les humains vont interagir, ça va être avec 3 choix, qui va être l'alliance d'égal à égal, ce qu'on retrouve avec les minorités que tu évoquais, le sentiment de supériorité un peu hautain, qu'on trouve par exemple avec les Américains par rapport aux Indiens dans les réserves, et puis l'exploitation esclavagiste, comme on va trouver l'Amérique avec les Africains avant le 19e siècle. Donc c'est des trois rapports avec l'étranger qu'on considère inférieur. Et c'est ça ça va être inversé, c'est-à-dire que c'est nous qui allons être l'étranger qu'on considère inférieur par rapport à ces espèces. Il y en a une qui va considérer qu'on est des égaux, une qui va considérer qu'on est un peu en dessous, et l'autre qui va considérer qu'on est extrêmement en dessous. Et là d'ailleurs, c'est un choc pour cette femme, Sapien, qui va se dire mais comment est-ce qu'on peut nous considérer comme en dessous, quoi? On a toujours été finalement la race dominante, c'est pas possible, c'est même pas concevable. Il y a un moment donné, elle a cette espèce de choc culturel, on va dire, dans sa tête, là, où elle se dit mais comment est-ce qu'il peut s'adresser à moi? En plus, elle est la mère de ces hybrides, donc en tant que figure parentale, c'est presque encore pire. C'est elle qui les a créés. Ouais. Et c'est comme si nous maltraitions notre créateur. Oui. Oui, ça posait plein de problèmes philosophiques sympathiques. D'ailleurs, au moment où tu en parles, je suis en train de me dire, j'ai peut-être l'influence de la planète des singes dans laquelle l'homme, en effet, se retrouve avec un rapport inversé par rapport aux singes. C'est-à-dire que nous mettons les singes dans les zoos, et là, c'est les singes qui mettaient les hommes dans des zoos. Et la différence avec la planète des singes, c'est que là, il y a 3 espèces différenciées par rapport à 3 éléments, l'air, la terre et l'eau. Oui. Et que, du coup, ça m'a permis de créer des civilisations entières très différentes, une civilisation de l'air, une civilisation de la terre, une civilisation de l'eau. C'est vrai que cet ouvrage amène aussi à se remettre en cause par rapport à notre propre évolution, évidemment, à notre propre métamorphose. Dans quelle direction, toi, aujourd'hui, tu nous vois aller avec l'intelligence artificielle, peut-être une hybridation avec justement aussi l'IA, parce que là, tu n'en parles pas directement de cette manière-là dans le livre, mais c'est ça, j'imagine que ça sous-tend. Et en même temps, c'est un scénario qui peut être assez noir. Et je me suis demandé si on prenait les thèses de scientifiques comme Philippe Guillemant, ou je pense à Romuald Le Terrier ou Jocelyn Morrison, des scientifiques ou des journalistes qui ont réfléchi à ces sujets. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision du futur finalement plus positive pour essayer de créer un futur plus positif? Alors moi, je fais toujours des livres qui terminent bien, je me spoil moi-même, parce qu'il y en a assez de la science-fiction où à la fin, tout va mal. Moi, j'aime bien l'idée, ok, il y a des épreuves, mais au final, il y a quelques personnes intelligentes, quelques personnes courageuses qui vont permettre de trouver un chemin de lumière. Actuellement, on vit mieux que nos parents, et encore mieux que nos grands-parents, et encore mieux que nos arrière-grands-parents. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y a eu des épreuves, et en sachant que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même des épreuves où il fallait avoir vraiment du courage.
Et ils ont trouvé des solutions. Donc là, il y a de nouvelles épreuves qui arrivent. Ça accélère, l'histoire accélère, et ça nous oblige à nous adapter encore plus, et on voit encore mieux ceux qui sont, capables de changer, et ceux qui restent bloqués dans le système ancien. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre justement de changer pour s'adapter positivement ? Prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire déjà une connexion différente à la nature, ne pas considérer la nature comme une matière première, que ce soit le bois ou les animaux ou la terre, tout ça ne nous appartient pas. Renoncer à notre possessivité par rapport à la nature, renoncer aussi à cette notion stupide de nation, de langue, de frontières. Oui, tout ce qui fait que des crispations, que des groupes se crispent. Là, tous les conflits qu'on voit autour de la religion, autour des nationalismes, c'est des choses anciennes. J'espère qu'on va transcender nous et notre prochaine génération, un jour quand ils repenseront qu'il y a des gens qui étaient prêts à se jeter avec un avion contre des tours au nom de Dieu, ils se diront ils étaient encore à leur période extrêmement primitive pour que ça puisse exister. Mais actuellement, il y a autant de bons que de mauvais, c'est-à-dire des gens qui tirent vers le haut que de gens qui tirent vers le bas. Et c'est pour ça qu'il y a un suspense, et c'est pour ça que chaque fois que j'ouvre la radio le matin, je me demande, est-ce qu'on va plutôt dans la bonne direction, ou est-ce qu'on va plutôt dans un retour en arrière, et un retour à l'homme primitif, brutal, qui ne vit que dans les rapports de force et de domination. Est-ce que la spiritualité, tu l'as dit, le mot conscience aussi en ce sens, peut vraiment nous conduire vers d'autres types de paradigmes ? Je recevais il y a peu de temps Harry Roselmack dans ce podcast, qui a écrit un livre sur la science et la métaphysique, où il parle vraiment d'amour en disant on en est là dans la prochaine évolution, de mettre vraiment l'amour au cœur du projet en fait de l'humanité. Ta question, c'est est-ce que finalement notre métamorphose, elle va passer par ce type en fait de solution liée à la spiritualité. Tu vois, tu disais le mot conscience tout à l'heure. Oui, le mot amour a été trop utilisé. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Il y a l'amour du fromage, l'amour de la patrie. En français, oui, on a ce mot. En anglais, par exemple, il y a plus de nuances. Oui, il y a like et love. Ah ouais. Et puis, c'est au nom de l'amour qu'il y a des saloperies qui ont été faites. Donc, c'est pas celui que j'utiliserai. Je préfère le mot ouverture de la conscience ou compréhension. Il y a un talent qui me semble important, c'est regarder et écouter. Si on regarde la nature, si on écoute les oiseaux, automatiquement, il y a un sentiment que tu nommes amour, mais qui est un sentiment de « Attends, ce n'est pas juste là pour faire un décor, pour mon amusement et pour ma nourriture. C'est là parce que ça interagit avec moi en tant qu'onde, et j'interagis avec ce décor, ces arbres, ces animaux en tant qu'onde. Et l'ensemble forme une harmonie. Et cette harmonie ne consiste pas à prendre et à se dire, tiens, voilà, je vais le prendre et le vendre, ou je vais le prendre et puis je vais frimer avec. C'est juste s'intégrer. C'est une mode d'échange entre l'homme et le milieu qui l'entoure, c'est ma notion d'amour correspond à ça. C'est-à-dire un équilibre. Il y a l'émerveillement aussi, dans ce que tu dis. Oui, regarder, écouter, ça. J'aime bien cette idée que, j'avais mis dans le mémoire d'une fourmi, mais j'ai dû le lire ailleurs, que au final, sur un de ma vie, je considère qu'elle était parfaite, mais si c'était à refaire, je regarderais mieux, j'écouterais mieux. Je pense qu'être attentif est la première qualité. Si on est attentif ou vigilant, en fait, on a toutes les solutions, toutes les explications, tout qui nous est présenté. C'est juste on n'a pas bien fait attention, ou on a cru qu'on avait déjà compris, donc on n'a pas bien écouté. Et juste s'arrêter, regarder, s'arrêter, écouter, il se passe quelque chose. Et je dis ça avec d'autant plus de ferveur que moi-même, je me fais tout le temps le reproche. J'ai pas bien écouté, j'ai pas bien regardé, et du coup, voilà, ça a créé des soucis. Donc il faut tout le temps être dans une sorte d'attention.
je ne sais plus si c'est en Dune où il parle d'attention seconde. C'est-à-dire, il y a une première attention du signal, puis après, il y a, attends, qu'est-ce que veut dire réellement le signal que je reçois ? Même au moment où je te parle, je peux me dire, ok, oui, elle me pose des questions. Faire ça, moi. Voilà, Oui. Tu me poses des questions, je réponds, donc j'attends la prochaine question pour pouvoir parler de mon bouquin. Ça, c'est le niveau premier, visible. Après, il faut que je me branche sur toi, que je perçoive exactement ce que tu attends de moi et comment faire qu'ensemble, ce qui va se passer dans cette interview puisse apporter quelque chose à ceux qui vont l'écouter. Et donc, j'ai 2 niveaux de conscience. Le premier, c'est je réponds à tes questions. Et le deuxième, c'est comment faire que l'interaction de nos 2 systèmes produise quelque chose qui soit enrichissant pour celui qui va le recevoir. Oui, vraiment dans un état de pleine présence, de co-création. En fait, il y a ça Exactement. qui se joue. Ouais. Et puis surtout, sortir nos égos. C'est pas Bernard Werber avec Anne Guéquière et puis 2 entités, pif pouf, on fait une partie de ping-pong, quoi. C'est, on est là en train de se demander, et toi et moi, comment faire pour que, par ce dialogue, il puisse y avoir une élévation générale de la compréhension, de ce que j'appelle la vigilance. C'est-à-dire peut-être les gens, quand ils écouteront ce podcast, ou quand ils entendront ma voix et la tienne, ils se diront, attends, il y a quelque chose, j'y avais pas bien pensé, mais maintenant qu'il le dit, j'aurais pu faire ça en m'y prenant avec plus d'attention. Tiens, par exemple, un truc tout simple. Quand tu voyages en train, tu peux très bien mettre un livre ou ton ordinateur et faire tout le voyage dans le train sans regarder une seule fois par la fenêtre. De même, pareil pour l'avion. Tu peux décoller d'un avion sans regarder le décollage. Mais tu rates quelque chose. Et il y a un moment, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est, vous êtes dans le train, il y a un décor qui passe à côté, vous pouvez lire, vous pouvez, a fortiori, mes livres, ou les tiens, mais de temps en temps, pensez à regarder par la fenêtre, il y a peut-être des choses intéressantes qui s'y passent. Être attentif et savoir écouter. Mais quand tu as dit ça, tu vois, tout à l'heure, en disant, si ma vie était à refaire, j'aimerais être peut-être plus attentif, mieux écouter. Et ça m'a fait le lien aussi avec ce personnage dans ton livre de Simon, qui est le compagnon de l'héroïne Alice, qui fait face à ses peurs et donc à nos propres empêchements. Ouais. Et c'est vrai que nos empêchements, quand tu dis « j'ai peut-être pas assez écouté », peut-être que c'est des enseignements un peu de sagesse qui viennent un peu plus tard, quand on a certaines prises de conscience et qu'on n'a pas finalement quand on est jeune. Là, ce héros dans le livre, un des héros secondaires, il est aux prises avec ses peurs et on voit que ça vient de l'enfance et il ne peut pas faire autrement. Donc peut-être que cette qualité d'écoute que tu as maintenant, elle n'était pas possible en fait plus jeune. Oui. Mais alors, si je repense à ma jeunesse, peut-être parce que je lisais Asimov, Jules Verne, j'étais affamé de découverte de nouveaux systèmes de compréhension. Et je me rappelle la lecture de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers m'a ouvert un pan de conscience. Après la lecture de Fondation et après la lecture de Dune et enfin la lecture de Philippe K. Dick, ça a été comme si j'allais à l'université. Première année Jules Verne, deuxième année Asimov, troisième année Frank Herbert et quatrième année Philippe K. Dick. Et chaque fois, je me suis dit, j'y avais pas pensé. Par exemple, une idée que m'a transmise Philippe K. Dick, c'est de quoi suis-je sûr ? Et en fait, la réponse, c'est je ne suis sûr de rien. Par exemple, est-ce que je suis sûr que je suis Bernard Werber ? Waouh ! Les autres me disent que oui, mais est-ce qu'objectivement, c'est certain que je le sois ? Est-ce que Bernard Werber, c'est juste ce morceau de chair avec cette voix et ce passé ? Est-ce que je ne suis que ça ? Il m'a fait poser des questions sur, par exemple, est-ce que je suis fou ? C'est une question aussi que on devrait tous se poser une fois en sa vie. Donc, quelles sont mes zones de folie ? Quelles sont mes zones raisonnables ? Et comment je fais pour essayer de sauver les apparences ? Il m'a fait aussi poser la question, c'est est-ce qu'il peut exister un temps parallèle à celui-ci dans lequel, donc comment dire, un univers parallèle à celui-ci dans lequel le même Bernard Werber fait d'autres choses en interaction avec d'autres personnes. C'est marrant, j'y ai pas mal pensé ces derniers temps, ce truc-là. C'est vrai ? Je sais pas pourquoi. Au monde parallèle ? Oui. Parallèles. Sans avoir lu particulièrement sur le sujet, mais c'était un truc qui me trottait dans la tête. C'est marrant que tu en parles. Je crois que la fonction d'un livre, c'est de réveiller une connaissance que tu as déjà.
tu veux, quand il y a eu ce questionnement sur, par exemple, y a-t-il un univers parallèle, c'est parce que je m'étais déjà posé la question, mais je ne l'avais pas exprimé clairement. Et c'est en voyant Philippe Cadic, qui dans son livre montre, voilà, un univers, comment on peut basculer de l'un à l'autre, que je me suis dit, ah ouais, ben voilà, il a mis des mots sur ce que je pensais ou ce que je s'entendais. Dans un de mes livres, j'ai dit, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche à faire que ceux qui sont déjà d'accord avec moi s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que je suis conscient qu'on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas leur dire, vous devez croire ou vous devez vous poser cette question. S'ils ne sont pas prêts, ils ne se la poseront pas. Et s'ils ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. Et puis, s'ils ont des certitudes, elles ne bougeront pas. Par contre, ceux qui sont dans le doute et qui commencent à aller dans une direction, c'est ceux-là qui vont s'amuser avec mes livres. Parce que, par exemple, dans État Note, je parle de ce doute sur y a-t-il une vie après la vie? Et il y en a beaucoup qui se posent la question, qui se demandent, tiens, s'il y avait une vie après la vie, qu'est-ce que ça pourrait être et qu'est-ce que racontent les anciennes spiritualités? Mais la fonction d'un roman, c'est s'apercevoir qu'on sait déjà des choses et qu'on les a oubliées, et qu'on se pose déjà des questions et qu'on a déjà des débuts de réponses. Seulement, ça n'était pas clairement dit. Et là, c'est en lisant le livre, on se dit, ah ouais, mais je me pose la même question que Philippe Cadic. C'est qu'est-ce qui est réel? Est-ce qu'il y a des mondes parallèles? Est-ce que je suis fou? Est-ce qu'on peut communiquer avec les autres aussi? Ça, c'est une question aussi qui m'est venue en lisant Philippe Cadic. En lisant Frank Herbert, je me suis demandé, est-ce que le fanatisme religieux n'était pas la force la plus forte, capable de sublimer toutes les autres forces, et a fortiori l'intelligence, la sagesse et tout, parce qu'ici, on a affaire à des gens fanatiques qui on ne peut pas dialoguer. Quelque part, ils ont gagné puisqu'ils vont nous détruire. Et cette question, la question de l'arrivée d'un Messie et d'une religion fanatisée chez Frank Herbert, est vraiment bien posée. Et il y a... Chez Frank Herbert, il y a aussi cette notion que le plus grand trésor, ça va être l'eau, et qui est posée d'une manière très intelligente. Et ça, c'était quand même, il l'a écrit dans les années 70. Et Asimov, c'est l'idée que, après tout, si on pose tous les éléments scientifiques de ce qu'on connaît, on peut déduire les probabilités de futur. C'est-à-dire que c'est pas juste un élément mystique, de se dire « Ah, je sens que dans le futur, la Terre va réchauffer, qu'il va y avoir des guerres, ou je sais pas quoi, ou on va tous s'entendre ». Il suffit de regarder dans le passé les cycles et de les poser comme une équation. Et déjà, on a des vues logiques de ce qui devrait se passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ta propre évolution à travers ton écriture. Est-ce que tu as le sentiment, à travers ton œuvre, parce que maintenant tu as plus d'une trentaine d'ouvrages. C'est le 33e. C'est le 33. Ah oui, c'est pas un chiffre anodin non plus. De voir ta propre métamorphose à travers ton œuvre. Par rapport à tes questionnements, justement. Alors, la première chose, c'est que je suis dans l'émerveillement d'avoir une longévité professionnelle, parce que au début, je pensais faire qu'un seul livre. Et après, quand il y en a eu un deuxième, je me suis dit, on peut prolonger un peu. Et maintenant, avec le recul, quand je regarde qu'il y en a 33, je me dis, waouh, maintenant, quoi qu'il arrive, même si je meurs, j'ai posé une œuvre. Oui. Et cette œuvre, moi-même, je suis pas sûr de l'avoir bien comprise, donc elle m'appartient plus. Elle appartient au lecteur, elle appartient à ceux qui ont envie de se nourrir de ça, ou qui ont envie d'interagir avec ça. Mais ça me rassure. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, pourvu que j'arrive à tenir, maintenant, je sais que j'ai tenu 30 ans, on va dire à la limite, si ça s'arrêtait là, j'ai eu ma part de gâteau. Et je dis, le vrai gâteau, ça a été la création elle-même. Il y a des moments dans ma vie, il y avait plein de problèmes de santé ou des problèmes familiaux, et mon île, c'était l'écriture. Mon refuge, l'endroit solide dans un monde qui bouge, c'était l'écriture, et mes plus grands plaisirs, je les avais en fabriquant des personnages, en les faisant interagir. Arriver à gagner sa vie en faisant ce qui vous amuse le plus, c'est une bénédiction que je souhaite à tout le monde. Je pense que tous nos auditeurs méritent de vivre de leur passion. Maintenant, c'est pas facile, parce que il faut trouver à un moment un système industriel qui vous soutient. On peut pas. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé un éditeur. Maintenant, c'est possible. J'espère que ma réussite, ce que je considère comme ma réussite, prouve que on peut être
on peut aller au bout de ses rêves et en vivre. Avant d'être romancier, j'étais journaliste scientifique, puis j'ai été viré du Nouvel Obs et j'ai fait 1 an de chômage. Donc, j'ai connu l'expérience de l'entreprise. 2, j'ai connu l'expérience de la trahison et de l'abandon. Et 3, j'ai connu l'expérience de la pauvreté. Et 4, j'ai connu l'expérience de j'arrive à gagner ma vie en faisant le truc qui m'amuse le plus. Et ça, pendant 30 ans. Et donc, ça veut dire que c'est possible, mais vous aurez peut-être un petit moment de traversée du désert. Moi, ça a duré 1 an. C'est supportable. L'autre jour, j'étais chez un ostéopathe qui me disait, il m'a pris pendant 2 heures en séance, ce qui est quand même assez rare. C'était la première fois que je le voyais. Et c'était pas parce que c'était la première séance, c'est parce qu'il y avait besoin à ce moment-là. Et je lui ai dit, dites donc, ça vous fait finir tard, je suis un peu désolée et tout ça. Et il m'a dit, mais vous savez, j'aime tellement mon métier que quand je suis en vacances, j'ai les mains qui me démangent et les doigts qui me démangent. Je dois attraper mes amis comme ça et leur dire, tiens, tu veux pas que je te regarde un peu l'épaule? Et je me suis demandé si c'était la même chose avec toi, avec l'écriture, parce que tu produis quand même un livre par an. Et donc, tu as les doigts qui te démangent, Bernard. Je suis en permanence, même au moment où je te parle, je suis hanté par les personnages du prochain roman, donc j'écris qui est celui pour octobre 2024. Alors, on sent que qu'il pourrait y avoir une suite quand même au temps des chimères. Alors, sur les suites, maintenant, j'ai une nouvelle habitude, c'est que j'attends de voir est-ce que ça plaît, et 2, est-ce qu'une suite est réclamée. Parce que tu avais fait pour la boîte de Pandore. Voilà. Oui. Des fois, le public ne suit pas. Ça se peut que je ne peux pas gagner à tous les coups. Tous mes livres n'ont pas été des succès de la même manière. Il y a des livres qui ont plus ou moins marché. Donc, le seul cas un peu bizarre, c'est un Tonneau qui a été un échec à la sortie. Et j'ai fait la suite qui était Empire des Anges, qui était une réussite. Mais sinon, par exemple, sur Les Chats, ça a été une réussite. Mais quand j'ai fait la suite, il y a eu quand même moins de lecteurs. Et quand j'ai fait le 3e volet, il y avait encore moins de lecteurs. Tout simplement parce que les gens se disent qu'il faut avoir lu le premier pour pouvoir comprendre le 3e. Mais non. Voilà, je ne comprends un peu plus ce que tu me demandais. Est-ce que l'écriture te démange? Ah oui, est-ce que l'écriture me démange? Putain, je commence à avoir des trous de mémoire. Maintenant, je commence les réponses de questions. Mais non, mais parce qu'on tire plein de fils aussi dans notre conversation. Donc on est comme si on était justement autour de ta table d'écriture, dans ton café, là. C'est ce petit moment magique le matin où je retrouve mes personnages. Mais en fait, c'est le même plaisir qu'on a à regarder une série. C'est-à-dire, vous avez quitté vos personnages la veille, et puis vous les retrouvez le lendemain, et puis vous demandez qu'est-ce qui va leur arriver. Mais il m'arrive, quand j'écris, je ne sais pas ce qui va arriver à mes personnages, et c'est comme si mes mains écrivaient la scène, et puis je suis surpris, et je rigole, parce que je me dis, ça, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça, quoi. Ouais. C'est presque comme un téléchargement. Presque comme une schizophrénie, c'est-à-dire j'ai l'esprit séparé en 2, il y en a un qui écrit le bouquin et un qui regarde ce qui est écrit. Non, téléchargement, ça voudrait dire que tout le livre est déjà quelque part dans mon esprit. C'est pas ça, il y a une zone qui est connectée à quelque chose. Je n'ai pas d'autre mot que l'inconscient, mais peut-être pour certains, ça peut être les anges, les extraterrestres ou Dieu. En tout cas, le truc se fait tout seul. Et l'autre est spectateur de ce que fait mon conscient est spectateur de ce que fait mon inconscient, qui lui-même est peut-être connecté à autre chose. Je ne connais pas le principe, mais je le constate. Il m'arrive aussi d'écrire des choses, de ne pas les comprendre au moment où je les écris, et de les comprendre plusieurs années plus tard. Tu m'avais dit ça, c'est fou. Ouais. Et est-ce que ça t'est arrivé, toi? Oui. Ouais. Et tu vois, c'est surprenant. Parce que ça nous dépasse, en fait. Il y a quelque chose, tu disais très bien d'ailleurs tout à l'heure, que tu disais je comprends pas tout, et effectivement, parfois il y a un nouvel éclairage. Où moi j'ai écrit par exemple un texte sur un événement et je me suis aperçue que cet événement avait existé dans ma famille, la façon dont je l'ai décrit, et je ne le savais pas, j'ai eu l'information après. Donc à quel inconscient collectif on est branché, à quel archétype ou l'inconscient collectif, le noosphère. Oui. Mais en tout cas, il y a une sorte de magie dans le processus de fabriquer une histoire qui est très impressionnante. Je pense que dans peu de métiers, par exemple, je pense à la peinture. Quand vous faites une œuvre picturale ou la musique, mine de rien, elle est évidente pour le créateur. Mais dans l'écriture, il y a tellement de situations, de personnages et tout, que certains éléments peuvent vous échapper. Je vois pas dans un tableau quelqu'un qui dit « Attends, j'ai dessiné celui-là, mais je sais pas pourquoi j'ai dessiné comme ça ou j'ai peint ça. » Je pense que c'est plus maîtrisé, c'est plus cadré. Tandis que nous, ça permet vraiment... comment dire, des moments de lâcher prise.
C'est-à-dire, en tant que créateur de l'histoire, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, et on le comprendra plus tard. En ce sens, peut-être que l'écriture est aussi quand même vraiment thérapeutique. Elle l'est pour toi, tu disais, c'est un refuge. C'est une fuite. Une fuite. Le monde tel qu'il est, j'ai l'impression que je suis très maladroit. Déjà, je sais pas faire la cuisine. J'oublie tout le temps mes affaires. Je suis très étourdi. En fait, je suis tout le temps la tête dans la lune. Donc, ce monde, pour moi, est un peu inconfortable. Vu que je prends pas de drogue et que je prends pas d'alcool et que j'ai pas d'addiction, donc je vis ce monde en permanence au premier degré. Et ma drogue, mon alcool, mon addiction, c'est l'écriture dans laquelle je m'enfuis. Je m'enfuis et je propose aux autres de s'enfuir aussi. C'est comme si je fabriquais un monde artificiel, mais dans lequel il n'y a pas de toxicité. Et je proposais aux autres de venir la visiter. D'ailleurs, dans Mémoire d'une fourmi, tu rappelais aussi à ce micro qu'à partir du moment où ta carrière d'écrivain a commencé, tu as été guéri physiquement Oui. de la maladie que tu avais. Oui, j'avais une maladie qui me bloque toutes les articulations, qui s'appelait la spondylarthrite ankylosante, qui a commencé à me toucher à partir de l'âge de 9 ans. Et pour moi, j'ai toujours considéré que quand j'aurais plus le temps allait avancer, plus j'allais être handicapé. Et puis, à 30 ans, quand le livre a marché, les crises se sont arrêtées. Donc, j'en ai déduit, j'ai fait un TEDx dessus, j'en ai déduit que écrire, ou en tout cas faire la chose qui vous plaît, ça nous soignait. Et j'en ai vu une autre idée, c'est qu'on doit se forcer à être heureux pour pouvoir se soigner. Je ne sais pas quelle est la maladie des gens qui nous écoutent actuellement, mais j'ai un conseil à leur dire, débrouillez-vous pour être heureux, ne serait-ce que pour des raisons thérapeutiques, ou débrouillez-vous pour vivre votre passion, ne serait-ce que pour aller mieux. Et je peux vous donner déjà quelques conseils pour aller mieux. Déjà, se forcer à sourire. Rien que le fait de sourire, ça envoie un peu plus d'endorphine, alors que quand on tire la gueule, on s'envoie un peu plus de cortisol ou des produits comme ça qui rongent. Ensuite, fuir toutes les personnes qui vous énervent. Ça a l'air de rien, mais fuir toutes les personnes qui vous énervent, ça peut vouloir dire quitter son boulot. Oui. Ça peut vouloir dire aussi divorcer. Ça peut vouloir dire changer de voisin ou déménager. Donc ça demande un prix. Et ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai envie de dire, c'est peut-être la solution à votre problème de santé. Ça consiste à ne pas serrer les dents et ne pas supporter quelque chose qui ne vous convient pas. Ou plus, oui. Voilà, ou plus. D'ailleurs, oui. Non, mais c'est cette notion de lâcher prise qu'on trouve dans le bouddhisme est une notion très difficile à intégrer. Mais quand on l'a intégrée, c'est-à-dire ça va pas, je m'en vais, tout devient plus facile. Et le contraire, c'est ça va pas, je m'en vais pas, je serre les dents et oh zut, j'ai des ulcères à l'estomac et je dors pas bien la nuit. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, dans ton roman, pour y revenir, sans trop dévoiler évidemment des choses, mais ton héroïne est atteinte d'endométriose. Et quand elle va aller mieux dans sa vie personnelle, finalement, elle va aller mieux au niveau de sa maladie. Oui, parce que la dimension psychologique, je crois, est très importante dans beaucoup de maladies. Et le mot maladie vient de mal à dire. Ce qu'on a du mal à dire nous amène en des maladies. Voilà. Et l'endométriose de mon héroïne, c'était pour montrer que... C'était aussi pour dire une chose, c'est que tout à l'heure on parlait de ma spondylarthrite ankylosante. Je crois qu'on trimballe tous un boulet de santé. Peut-être avant la naissance, une sorte de distribution. On dit, voilà, tu veux quoi comme problème de santé ? Asthmatique, rhumatisme, mais tu peux pas arriver, t'es nickel toute ta vie, tout va bien, et t'as aucun pépin. Ça fait partie aussi de ce qui nous pousse à évoluer. Pourquoi tu as choisi l'endométriose ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est une maladie qui était assez méconnue et presque taboue, voire même pas diagnostiquée. On sait qu'il y a encore beaucoup de patients qui sont en errance médicale par rapport à l'endométriose. Tu avais à cœur justement de la mettre en avant à travers ce livre ? Oui, bon, maintenant, comme tu dis, on en parle quand même de plus en plus. Mais par rapport à la psychologie de mon héroïne, Alice, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse qu'elle ait un mystère dans son corps. Il y a quelque chose dans son corps qui va pas, qui fait qu'elle a envie de changer
les corps en général. Mm. Et, Dans le lien à sa mère. et voilà, il y a un lien à sa mère, et il y a aussi un lien, une origine génétique. C'est-à-dire que l'endométriose, quand ça arrive, les gens ne savent pas pourquoi ça leur arrive. Et ils ont l'impression que c'est malédiction, c'est pas de chance, on a tiré la mauvaise carte. Mais elle va essayer d'enquêter pour comprendre, un, comment se soigner, et deux, quelle est la source réelle de ce problème. Hmm. Dans ton roman, tu fais, je me suis demandé si c'était un parallèle, puisqu'il y a une guerre qui se passe en 7 jours, une guerre éclair. Est-ce que c'est vraiment en écho à la création du monde Exactement. Oui, d'accord. Bravo. Oui, je suis celle qui cherche les petites clés, tu sais, dans les romans de Bernard. Bravo. Mais vu que c'est mon premier interview, c'est intéressant que tu aies repéré ça. Mais oui, le monde a été créé en 7 jours, donc il va être détruit en 7 jours. Mais c'est une mort-renaissance, c'est la carte du tarot de la mort, l'arcane, son nombre, son nom, le 13e. Oui. Mais il y a cette idée que par moment, il faut, comme l'ordinateur, il faut rebooter. Il faut rebooter, et ça veut dire qu'on va perdre des fichiers, mais ça va être plus clean après. C'est presque cette nécessaire apocalypse où on parlait hors antenne de nuit noire de l'âme. C'est un processus cyclique presque inévitable. Je ne parle pas de guerre mondiale, mais en tout cas de chuter pour pouvoir renaître de ses cendres. Oui, si on regarde la nature, déjà par le principe de l'hiver, les arbres perdent leurs feuilles, ils ont l'air d'arbres morts, et pourtant ça va renaître après. C'est-à-dire que l'observation du cycle de vie d'un arbre nous montre comment fonctionne le système. C'est des bourgeons, des fleurs, des fruits, des feuilles, et après tout tombe, et on croit que tout est fini, et puis ça va revenir. Il faut attendre un an. Alors pour des choses sur des aspects plus joyeux, on sent quand même chez toi qu'il y a ce grand fantasme, ce grand appel à voler, à être dans les airs, pour voir ce qui se passe de plus loin. Donc il y a des choses qui se passent dans l'espace, je l'ai dit. Et puis on a vu tous, j'imagine celles et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, que tu avais fait un saut en parachute assez spectaculaire. Tu peux nous raconter, et tu en parles d'ailleurs dans le livre. Oui, c'est Greg Crozier et Karine Joly. D'ailleurs, tu pourrais les inviter une fois. Ils ont une spiritualité liée au parachutisme. Ils sont champions du monde de parachutisme, et ils m'ont lancé ça comme un challenge à moi et à Patrick Beau, qui est un youtubeur, de venir sauter au-dessus des pyramides en Égypte. Alors moi, c'était mon rêve de tout temps de visiter Khéops et d'aller sur les pyramides de Khéops. Et après, il y a un matin, j'avais juste dit, je veux passer en premier avant Patrick, comme ça, j'aurais pas la hantise de me dire, oh là là, il va dire, il l'a fait, moi je l'ai pas fait. Ouais. Donc on s'est levé à 5h du matin, on a poireauté 4 heures avant pour que la météo soit bonne, et puis je me suis retrouvé au bout d'un moment en hauteur. Le plus déroutant, c'est quand l'avion décolle, vu que c'est l'avion de l'armée, on peut pas voir justement le décollage. C'est-à-dire tout secoue, et au bout d'un moment, on se dit, je crois qu'on est déjà dans le ciel. Puis tout d'un coup, l'arrière s'ouvre, le haillon arrière s'ouvre, et là, il faut aller très vite, parce qu'il y a derrière une vingtaine d'autres personnes qui veulent sauter, et si on attend trop, ceux du fond, ils vont avoir des difficultés à rejoindre le truc. Donc 1, 2, 3, pouf, je me trouve lancé. J'ai un type derrière moi qui est professionnel, qui me tient. Mais ça a été une expérience surprenante, parce que tout dans notre tête nous dit, ok, on va pas jeter dans le vide. Dans le vide, à cette hauteur-là, on meurt. Voilà, et ça... c'est contre nature. C'est contre nature. Oui. Il faut éteindre le cerveau. Sinon, on n'y va pas. Il y a un moment, si on réfléchit, on ne fait rien. C'est vrai. Il y a un moment, moi j'ai un mode, tant pis, t'as peur, tu le fais quand même, et tu y vas, voilà. Et c'est ce qui m'a permis de faire ce saut. C'était extraordinaire. Alors j'aime bien que tu dis ça, parce que moi j'ai découvert ce mode que je pouvais activer chez moi, et c'était peut-être il y a une quinzaine d'années, c'est quand même plutôt assez récent, j'ai pas toujours été comme sur ce mode-là, ou alors avant il n'était pas conscient, et je trouve que c'est cool de le savoir, parce qu'après on peut se dire, je l'active en conscience. Tu l'as activé à quelle occasion ? Je l'ai activé par exemple, mon premier triathlon. Je me suis retrouvée en train de nager à Deauville, le triathlon de Deauville, avec presque 3000 personnes. Et au niveau respiration, te retrouver dans un bain de mer avec
3000 personnes, tu as l'impression d'être dans un banc de sardines. Et il faut pas être claustro dans la mer. Et tu as la tête en plus sous l'eau parce que tu bravo, nages hein. sous l'eau. Et là, j'ai vraiment activé ce mode. J'ai dit, ok, t'y es, t'as voulu faire ce truc-là. Tant pis, exactement ce truc-là qui s'est enclenché. Et je l'ai gardé depuis, en me disant, quand j'ai peur de quelque chose, je me dis, tant pis, t'es là. Et Tu vas jusqu'au bout. voilà, tu vas jusqu'au bout et tu verrouilles cette voix qui fait, ah non, c'est l'enfer, tu vas mourir, etc. Voilà, je peux pas toujours le faire, mais quand même, ça aide. Et puis après, quand on l'a fait, on se dit, ok, je suis encore quelqu'un qui est capable d'aller au bout de ses rêves. Ouais. Mais toi, tu es très sportif, je crois. Tu fais le marathon, des choses comme ça. J'ai aussi. fait, maintenant je fais moins de compétition, mais j'aime le sport. C'est bon pour la tête. Ouais. Puis je vis dans la nature, donc c'est facile d'accès. C'est sûr. Tu as de la chance. Mais c'est vrai que tu réalises et puis à travers tes personnages et ceux qui sont moitié chauve-souris, moitié humain, qui volent. Et donc quand on voit les choses de haut, ça a toujours été le rêve de l'humain aussi de voler. Hein. On pense à Léonard de Vinci et ses machines, Saint-Exupéry, et tant d'autres encore. C'est vrai que le rêve, déjà, je me rappelle quand j'avais écrit le 6e sommeil, le rêve du vol est le rêve qui nous apporte le plus d'endorphines. Quand, pour les hommes, ils rêvent qu'ils volent, ils ont une érection. Ça a été constaté par Jouvet, je crois, le spécialiste du rêve. Ouais. Et c'est le rêve de... C'est le kiff ultime, quoi. Ouais, parce qu'on est libéré. En fait, quand on ne vole pas, on est collé au sol et on sent toutes les articulations, ça presse sur les vertèbres. Puis chaque fois qu'on veut avancer, il faut quand même... on prend le risque de se casser la gueule et tout. Quand on vole... Moi j'ai connu cette sensation en faisant la plongée sous-marine. Quand tu as fait aussi, quand on fait la plongée sous-marine, tu es en train de flotter entre plusieurs niveaux. Puis un tout petit peu aussi avec le parapente. Avec le parachutisme, c'est violent. Oui. C'est la chute libre quand même. Hein. Ouais, il y a un moment, c'est la bourrasque, tu as énormément de vent qui t'arrive dans la gueule. Et puis... il y a 1 minute 30, j'ai vu parce qu'ils ont pris la vidéo, donc j'ai regardé, et il y a 1 minute 30 de chute libre. Mais 1 minute 30 de chute libre, en fait, on est à 270 km/h. La sensation est similaire que si vous avez une voiture, vous l'amenez à plus de 200, oui. Vous ouvrez votre portière et vous sortez la tête à l'extérieur. Voilà, vous avez à peu près la sensation de ce que ça fait le parachutisme. Il y a ça, et puis il y a aussi la référence au goéland quand même dans ta mythologie personnelle. Voilà, Jonathan Livingston, le goéland, j'ai vu ce film. Ça a été ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal. Oui. C'est-à-dire tout d'un coup... Une pamoison, c'est ça ? Ouais, je me suis dit, ce film est en train de m'apprendre la chose que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, qui est, il faut se surpasser. Il faut ne pas se contenter des limites des autres. On peut aller très très loin, tout seul, juste avec sa volonté. Et la mort n'est pas la fin. Le tout sublimé par la musique de Neil Diamond. Et quand j'ai vu ça, dans la salle, il n'y avait que des enfants, il y avait des écoles. Donc, c'était « Oh, il est joli le goéland ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de l'animal ?» C'est une référence à tous les grands messages spirituels, notamment le bouddhisme, et le message de création. C'est qu'il y a un moment, si tu te contentes du monde, dans Jonathan Livingston, tous les goélands se contentent de nourriture en mangeant les restes des bateaux qui balancent des déchets de poissons. Et lui, il se dit, je vais pas tout le temps manger des ordures. Je vais pas tout le temps être avec le troupeau en train de me bagarrer avec les autres pour avoir un petit bout d'arête. Et il se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est améliorer le vol. Donc, il cherche, en fait, comment positionner son corps pour trouver l'aérodynamisme, pour avoir la vitesse maximale. Et c'est exactement ce que ma recherche au niveau de l'écriture, c'est comment positionner mes mondes et mon écriture pour transcender tout ce qui existe déjà et faire beaucoup mieux. Des choses que j'ai ressenties quand j'ai lu Dune. Pour moi, Dune, c'est un auteur qui arrive à transformer sa pensée pour aller beaucoup plus loin. Et Philippe K. Dick aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne se contente pas du monde connu. Nos limites. On fonce. Après, ils comprendront, ils verront selon leur capacité. Je parle des lecteurs. A fortiori, ils comprendront peut-être les critiques ou les journalistes. Mais de toute manière, le repère, c'est pas
c'est pas le regard des autres. Le repère, c'est notre propre capacité à nous surpasser. Et mon envie est de me surpasser pour aller très très loin. Après que les gens s'en aperçoivent ou s'en aperçoivent pas, ça sera dans un deuxième temps, ou ça sera peut-être ma perception posthume. Mais ce que je vois, c'est que je ne me contenterai jamais de ce que j'ai, je vais aller très loin, et le très loin, c'est dans les intrigues, et dans les personnages, et dans mes sujets. Donc c'est pas très loin dans le joli style, c'est pas très loin dans rentrer à l'Académie française ou avoir le prix Nobel, qui sont des hochets pour les enfants. Moi, j'ai une ambition qui est d'écrire une œuvre qui ait une place dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qui puisse parler, être perceptible par tous les gens sur la planète, quel que soit leur pays et leur langue, et ensuite qui, après ma mort, continue de vivre. C'est pas un problème de sous, de gloire ou de médaille, c'est juste un problème d'audace. Tiens, par exemple, moi je perçois cette audace chez Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est une pensée au niveau du cinéma qui va beaucoup plus loin que les autres. Et après, ces films commercialement n'ont pas marché. Ils sont juste suffisamment marché pour qu'on lui permette d'en faire d'autres. Mais plus le temps avance, plus on s'aperçoit que ce type était un pionnier et il a compris avant les autres les vraies problématiques et le vrai pouvoir du cinéma. C'est à la fois le lot des visionnaires et puis des pensées disruptives, où c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de cran d'avance comme ça, où on est surpris par... c'est comme si d'un seul coup, c'est vrai que là, dans ce roman, à nouveau, tu m'as saisi sur aller regarder les choses d'une autre rive à nouveau, de me mettre à nouveau dans une autre perspective. Donc, ça va chercher à l'intérieur. Toi, tu vois ce fil rouge de l'œuvre que tu construis, maintenant que tu as ce recul, tu commences à... Ça y est, quelque chose qui se dessine. Je crois que je verrai ce fil 30 secondes avant de mourir, en regardant en arrière. Mais vu que là, je continue d'écrire des livres... Tu es encore dedans, dans le fil. Oui, je ne peux pas faire le bilan. Voilà, je suis encore dans le fil. Et puis, il y a tu l'as fait un peu comme avec ton autobiographie, Mémoire d'une fourmi. Dans Mémoire d'une fourmi, je me suis dit, tiens, je vais me retourner un peu en arrière, regarder le chemin parcouru et dire, bon, pour l'instant, j'en suis là. J'ai posé une première balise. En tout cas, ravie de t'avoir reçu encore aujourd'hui pour parler de ce livre, cette grande épopée. C'est un gros livre, cette fois, mais vraiment qui nous embarque. J'espère Moi, je l'ai qu'il lu. se lit vite. Il se lit très vite, comme tous tes livres. On ne les décroche plus, ce sont des page-turners, comme on dit en anglais. Je sais aussi que tu as énormément de succès dans d'autres pays. En Corée, tu es une véritable star. En Russie, tu l'étais aussi, je crois, même si maintenant... Ah non, je suis encore, mais c'est compliqué maintenant... d'y aller pour toi, physiquement. Ouais. Et donc, ce nouveau roman qui sort et qui s'appelle Le temps des chimères, qui paraît tout juste aux éditions Albin Michel. On peut retrouver toute ton œuvre sur ton site internet, évidemment te retrouver sur tes réseaux sociaux, bernardwerber.com pour ton site. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Anne. Merci de ton invitation et longue vie à Métamorphose. Ah, merci. Longue vie à ton œuvre. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.